Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un week-end pour elle. Sans explication. Sans excuse. Juste un week-end sans moi. Je pensais que c'était une passe difficile. Je croyais qu'on en sortirait plus fort, d'une manière ou d'une autre. Mais cette nuit-là, tout ce en quoi je croyais a commencé à s'effondrer. Je suis sorti de cet hôtel en pensant que j'avais tout perdu. Ce que j'ignorais alors, c'est que, cette perte laisserait place à une toute nouvelle vie. Et quand elle a voulu reparler, il était trop tard. Lisez cette histoire jusqu'au bout, et vous découvrirez ce qu'elle a laissé derrière elle. La fin est quelque chose que je n'arrive toujours pas à croire. Je m'appelle Thomas. J'ai été marié à Camille pendant ce que beaucoup considéreraient comme un bon nombre d'années. Assez longtemps pour que les gens cessent de demander quand on se marierait et commencent à demander quand on aurait des enfants. Nous avions construit une vie ensemble, tous deux avocats, tous deux ambitieux, chacun têtu à sa manière. Elle était spécialisée en droit des contrats et travaillait pour un cabinet réputé. Moi, je me concentrais sur le contentieux civil et j'ai fini par ouvrir mon propre cabinet. Nous avions une jolie maison avec des volets blancs et un jardin que je tondais moins souvent que je ne l'admettrais. Nous n'étions pas ostentatoires, mais solides. Du moins, c'est ce que je pensais. Camille était le genre de femme qui entrait dans une pièce et en prenait possession sans dire un mot. Elle avait ce style naturel, le regard perçant, sourire rapide, une voix qui laissait penser qu'elle savait toujours quelque chose que vous ignoriez. Les gens la remarquaient. Elle aimait être remarquée. J'admirais ça chez elle. Je voyais les têtes se tourner quand nous arrivions à un dîner ou à un événement professionnel, et je me sentais chanceux. Fier, même. Comme si j'avais à mes côtés la femme que d'autres enviaient. Nous parlions d'enfants de temps en temps au fil des années. Au début, c'était toujours « pas encore ». Nos carrières nous accaparaient, nous voulions construire quelque chose de durable. Camille était pragmatique et elle disait qu'elle ne voulait pas d'enfants avant que nous soyons assez stables pour vivre sur un seul salaire, au cas où. J'étais d'accord. Nous étions des planificateurs. Tout était abordé comme une liste à cocher, terminer nos études de droit, obtenir une promotion, rembourser l'emprunt immobilier plus tôt, épargner. Puis les enfants. Finalement, nous y étions. Nous avions fini de payer nos 2 voitures, mis assez d'argent de côté pour les imprévus, et nous avons commencé à parler sérieusement de franchir le pas. Je me souviens du jour où elle a relancé le sujet. Nous étions dans la cuisine, à manger des plats à emporter à taille, je crois. Elle a levé les yeux de son assiette et a dit, peut-être qu'il est temps. Comme ça. Calme, naturel. Comme si on parlait de repeindre le salon. Mais j'ai vu ses mains triturer les baguettes. Je savais que ce n'était pas anodin pour elle. Ni pour moi. Quand l'invitation pour le Congrès national des avocats est arrivée, Camille a proposé qu'on y aille ensemble. Il se tenait dans un hôtel élégant à Lyon, pas extravagant, mais ça semblait spécial. Ce serait la première fois depuis longtemps qu'on voyagerait ensemble pour autre chose que des obligations familiales ou des enterrements. Nous étions d'accord que ça nous ferait du bien. Quelque chose de différent. De nouveau. J'attendais ce voyage plus que je ne veux l'admettre. Je le voyais comme un nouveau départ. Une chance de se reconnecter. Nous étions tous deux très occupés. J'avais pris en charge des dossiers complexes. Elle voyageait plus pour des réunions avec des clients. On s'éloignait un peu, pas de façon dramatique, juste comme le font les couples quand les routines deviennent des murs plutôt que des ponts. Alors, quand nous avons chargé la voiture et pris la route pour Lyon, j'étais optimiste. Il y avait de nouveau des rires dans la voiture. Camille tapotait en rythme sur la musique, un air entraînant d'une playlist qu'elle avait faite des années plus tôt. À un moment, en traversant les collines, elle a posé sa main sur la mienne. Ce petit geste silencieux m'a fait sentir qu'on allait s'en sortir. Nous avons parlé de fonder une famille, pour de bon cette fois. Elle a dit qu'elle se sentait prête, bien que nerveuse. Je lui ai dit que j'étais nerveux aussi, mais excité. Elle a ri et m'a demandé ce que je ferais si on avait des jumeaux. J'ai plaisanté en disant que je devrais me faire pousser une 3e main et boire un café plus fort. Elle a souri comme avant, chaleureux, un peu taquin, comme si elle voyait en moi quelque chose que j'ignorais. Ce trajet m'a rappelé nos débuts. Juste nous deux. Pas d'email, pas de rappel d'agenda, pas de dossier ou d'appel de clients. Juste 2 personnes qui avaient construit une vie ensemble, parlant de l'avenir. En y repensant, je me demande si elle savait déjà. Si quelque chose dans son esprit avait déjà commencé à changer. Ou si, pendant un instant,
elle croyait encore en cette version de nous. Difficile à dire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais plein d'espoir. Plus que je ne l'avais été depuis longtemps. Je n'ai pas vu venir ce qui allait arriver. Je n'ai pas senti la fissure se former sous la surface. Je pensais qu'on avançait d'un pas qu'on marchait droit vers le précipice. Mais c'est ça, les fissures dans les fondations. Elles commencent petites. Invisibles. On ne les entend pas avant que quelque chose ne se brise. Et c'est ce qui s'est passé ensuite. L'hôtel où se tenait le congrès était l'un de ces grands établissements raffinés, avec trop de lumière dans le hall et des couloirs interminables qui se ressemblaient tous. Nous sommes arrivés en début d'après-midi, avons confié nos bagages au groom et rejoint notre chambre. L'endroit avait une ambiance propre, professionnelle. Moquette beige, mur crème, une vue sur la ville que Camille a qualifiée de « correcte », sans plus. Elle aimait les vues avec de l'eau. Moi, je préférais celles avec du calme. Mais nous étions de bonne humeur, et la chambre nous semblait à nous pour quelques jours. Ça la rendait spéciale. Camille a défait ses bagages immédiatement, alignant ses chaussures en rang net dans le placard et suspendant ses robes sans un mot. Je me suis affalé sur le lit, chaussures aux pieds, et j'ai allumé la télé de l'hôtel, zappant sur les chaînes habituelles, info, météo, une rediffusion de sitcom. Je ne regardais pas vraiment. Juste pour passer le temps. Elle m'a demandé si j'avais apporté son écharpe bleu marine. Je l'avais, et je la lui ai tendue avec une petite révérence. Elle a ri et dit, « Tu progresses ». Quand nous sommes descendus dans la salle de réception, l'endroit était déjà animé. Le bar était ouvert, la musique avait commencé, et des avocats de tout le pays se regroupaient en petits cercles familiers ou anciens camarades de fac, ex-collègues, ou juste des gens qui se croisaient dans le métier. J'ai reconnu quelques visages, mais pas beaucoup. Camille, elle, en connaissait plus. Elle avait une meilleure mémoire des noms que moi. Et on se souvenait d'elle aussi. Elle avait cette présence. Elle portait une robe vert foncé qui scintillait légèrement sous les lumières. Ses cheveux étaient relevés comme elle les aimait pour les événements formels lâches et un peu désordonnés, mais de manière calculée. Elle souriait plus facilement que je ne l'avais vue depuis des semaines. Je me suis dit, elle est heureuse d'être ici. Elle en avait besoin. J'étais content pour elle. Nous avons fait le tour de la salle, nous arrêtant pour discuter avec quelques personnes. Elle m'a présenté à une collègue de son bureau à Paris et à un type qu'elle disait avoir connu dans son groupe d'études à la fac de droit. Je me souvenais à peine de lui, mais j'ai souri et hoché la tête. Camille était meilleure que moi pour les conversations légères. Elle était dans son élément riant, sirotant du vin, lançant des compliments comme si elle en avait plein les poches. Je restais près d'elle, la laissant mener la danse. À un moment, elle m'a tiré vers la piste de danse. Le DJ jouait un air entraînant, pas vraiment mon style, mais je n'allais pas dire non. On a dansé. Elle tournoyait. Elle souriait. Ses yeux brillaient dans la lumière tamisée, et son rire perçait par-dessus la musique. Je me sentais bien. Vivant. Je ne pensais ni au travail, ni aux factures, ni à rien de sérieux. Je me disais, c'est ce dont on avait besoin. Juste ça. On a dansé encore quelques chansons. On s'est assis. On a redansé. J'ai pris une bière. Elle a pris quelque chose de plus fort. À un moment, je l'ai vue rire avec un groupe d'avocats que je ne connaissais pas. Elle s'est retournée et m'a souri. J'ai souri en retour. Je pensais que c'était une de ces soirées dont on reparlerait plus tard comme c'était amusant, insouciant. On n'avait pas eu une soirée comme ça depuis longtemps. Puis, après qu'on s'est rassis et qu'elle a glissé ses talons sous la table, elle s'est penchée vers moi. Son visage était légèrement rouge. Ses yeux vifs. Elle a posé sa main sur ma jambe et a dit, doucement mais clairement, « Je veux m'amuser ce soir. » J'ai souri. Ça semblait une invitation. Je me suis penché vers elle et j'ai dit, « Moi aussi. » On retourne dans la chambre. Mais elle n'a pas bougé. Au lieu de ça, elle s'est redressée, a croisé les jambes, et a balayé la salle du regard lentement. Puis elle a demandé, « Tu vois quelqu'un ici que tu connais ?» La question m'a pris de court. J'ai regardé autour de moi visage, conversation, costume, robe, verre qui s'entrechoquaient. J'ai secoué la tête. Non. Pourquoi? Elle a tourné la tête vers moi, ses yeux fixés sur les miens, et l'a dit comme si c'était parfaitement raisonnable. Parce que je veux m'amuser seule. Et elle a souri.
Pas le sourire doux et familier que j'aimais. Quelque chose d'autre. Je me souviens encore du froid que j'ai ressenti dans cette salle de bal, malgré la foule et l'air lourd et chaud des corps et de la musique. Des guirlandes de lumière blanche chaleureuse couraient au plafond, et des centres de table dorées ornaient chaque table. Des serveurs circulaient avec des plateaux de boissons, et au fond, une chanson pop passait avec trop de basses. Je restais là, la bouche légèrement ouverte, essayant de comprendre ce que Camille venait de me dire. Parce que je veux m'amuser seule. C'est ce qu'elle avait dit, clair comme le jour, comme si elle parlait de commander un dessert sans moi. Ça ne collait pas avec l'ambiance. Ni avec la soirée. Ni même avec la femme que je pensais connaître. Je l'ai regardée lentement. Elle ne riait pas, ne plaisantait pas. Il n'y avait plus de malice dans son expression. Juste ce léger sourire, comme si elle avait résolu une énigme dont j'ignorais l'existence. Je me suis raclé la gorge et me suis penché légèrement, essayant de ne pas laisser la table entendre, de ne rien montrer sur mon visage. « Et nous ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de ça, elle s'est penchée vers moi, plus près qu'avant, et a posé sa main sur la mienne. Sa peau était chaude, presque tremblante mais ferme, comme si elle avait répété ce moment dans sa tête. Puis elle a glissé ma main doucement, délibérément, sous le bord de la nappe et l'a pressée entre ses jambes. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « T'ai-je déjà fait douter de mon amour ?» a-t-elle demandé. Même une seule fois. Sa voix était calme, assurée, comme quelqu'un qui connaît déjà la réponse à sa question. J'ai retiré ma main lentement, plus abasourdi qu'en colère. J'ai cherché sur son visage un signe ou une faille dans le masque, une indication qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait. « Non », ai-je dit. Pas une fois. Jusqu'à maintenant. Elle a esquissé un sourire minuscule. Pas triomphant, pas honteux. Juste calme. Comme si tout cela faisait partie d'un plan décidé des semaines plus tôt. « Bien », a-t-elle dit en hochant la tête. Parce que je suis prête maintenant. Prête à fonder une famille. Mais je veux ce week-end pour moi. Je l'ai fixé, sans comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai mérité, a-t-elle répondu simplement, comme si elle réclamait des congés non utilisés. Lundi, je jette les pilules. On essaiera pour de bon. J'ai gardé ma voix basse, mais mes mains serraient mes genoux sous la table. Camille, tu me dis ça maintenant? Ici? Elle a incliné la tête légèrement. Je n'avais pas prévu ça comme ça. Mais on est là. C'est le bon moment pour moi. Je veux avancer. À ma manière. J'ai cligné des yeux. La musique autour de nous semblait étouffée. Les rires des autres tables s'estompaient en bruit de fond. Tu as déjà choisi quelqu'un? Ai-je demandé. Elle n'a pas scié. N'a pas détourné le regard. Oui, a-t-elle dit. Un seul mot. Juste ça. Je ne savais pas quoi dire. Je ne me sentais même plus dans mon propre corps. Mon pouls battait dans mes oreilles, mes mains étaient moites, et chaque seconde s'étirait comme si l'horloge avait oublié comment avancer. Elle restait assise en face de moi, composée, le dos droit, les yeux secs. Je me souviens de la manière dont ses boucles d'oreilles accrochaient la lumière quand elle inclinait la tête, une paire que je lui avais offerte pour notre 3e anniversaire. Elle les portait ce soir-là. Ça m'a fait l'effet d'une gifle inattendue. J'avais envie de me lever, de partir, mais mes jambes ne répondaient pas. Une partie de moi espérait qu'elle éclate de rire, qu'elle dise que c'était une blague. Une autre voulait crier, la secouer pour la sortir de cet état étrange. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je suis resté assis, clignant lentement des yeux, comme un homme réalisant soudain que la maison qu'il construisait depuis des années n'était pas en briques, mais en papier et que quelqu'un venait d'allumer une allumette. Elle a pris son verre de vin et en a bu une gorgée. Ses mains étaient fermes. Pas les miennes. Je connaissais sa voix. Son ton. Et je savais, à cet instant, qu'elle ne bluffait pas. Elle pensait chaque mot. Mes instincts hurlaient en moi, forts et perçants dans un coin de ma tête. Tout mon corps voulait réagir à me lever, hausser le ton, exiger une explication qui donnerait un sens à tout ça. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile. Des années en salle d'audience m'avaient bien formé. En contentieux, on apprend à ne pas réagir trop vite. À garder un visage neutre, peu importe ce que l'avocat adverse vous lance. On attend. On encaisse. On planifie son coup avec soin.
Je suis resté assis un moment, respirant par le nez, essayant de ne pas laisser mes mains trembler. J'ai regardé Camille, qui était assise avec une posture parfaite, calme, posée, les jambes croisées, les bras légèrement posés sur le bord de la table. On aurait dit qu'elle était à un dîner d'affaires, pas en train de faire exploser notre mariage. Je me suis raclé la gorge et j'ai demandé, doucement, « Qu'est-ce que tu m'offres en échange ?» Elle a haussé les sourcils. « Quoi ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Tu es avocate en contrat, ai-je dit. Tu travailles avec des termes. Des offres. Des accords. Tu sais ce que signifie contrepartie. Alors, qu'est-ce que j'obtiens pour ce que tu prends ?» Elle a cligné des yeux lentement. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait rire. Mais son expression a changé juste un peu. Sa voix s'est adoucie. « Ce n'est pas un échange, a-t-elle dit. Je sais que ça va te faire mal. Que ça va causer des dégâts. Et je sais que je ne pourrai pas le défaire. Mais je sais aussi ce dont j'ai besoin. J'ai tout donné à nous pendant des années. J'ai suivi le chemin, respecté toutes les règles, fait tout comme il faut. Ce week-end est à moi. » C'est ainsi qu'elle l'a dit calme, répété, sans remords. Comme si elle s'était justifiée 100 fois dans sa tête et qu'elle me le récitait maintenant. Je l'ai fixée, cherchant la femme que j'avais épousée, celle que je pensais connaître mieux que quiconque. Elle était toujours là, même visage, mêmes yeux, même voix. Mais tout le reste semblait étranger. Elle s'est lentement adossée à sa chaise et a croisé les bras sur sa poitrine. C'était son signal. La conversation, pour elle, était terminée. J'ai baissé les yeux sur la table. Il y avait encore des verres de vin à moitié pleins, une bougie vacillante entre nous, et une serviette en lin sur mes genoux. Je me souviens que la musique est passée à quelque chose de plus lent et doux. Je ne me rappelle pas la chanson. Je crois que je n'entendais même pas les paroles. La salle de bal continuait de vibrer autour de nous comme si de rien n'était. Des avocats riaient à d'autres tables. Quelqu'un, de l'autre côté, tapait dans ses mains au rythme de la musique. J'ai vu un homme faire tourner sa partenaire sur la piste de danse. Aucun d'eux ne savait que mon monde venait de s'écrouler. J'ai repoussé ma chaise lentement. Mes jambes semblaient lourdes. Je me suis levé. Je ne sais pas quand on se reverra, ai-je dit, presque dans un souffle. Elle m'a regardé. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose traverser son visage, une hésitation, peut-être. De la culpabilité. Ou peut-être que je l'ai imaginé. Elle a dit mon nom. Je ne me suis pas retourné. Je me suis éloigné de la table, slalomant entre les couples et les serveurs, les conversations, les rires et la musique, avançant comme si j'étais sous l'eau. Mes pieds m'ont porté en pilote automatique vers la sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais pas la voir assise là, calme et impassible, comme si elle n'avait rien fait de mal. J'ai passé les miroirs près du vestiaire et aperçu mon reflet. J'avais l'air inchangé, mais quelque chose manquait dans mes yeux. Une partie de moi semblait avoir été arrachée, laissant un vide à sa place. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué vers les ascenseurs, sans savoir vraiment ce que j'allais faire ensuite. Je savais juste que je ne pouvais plus rester assis à cette table. Pas en face d'elle. Pas après ça. Je suis retourné dans notre chambre d'hôtel sans me souvenir comment j'y suis arrivé. Je ne me rappelle ni l'ascenseur, ni le couloir. Juste l'ouverture de la porte et mon entrée dans la pièce. Camille avait demandé un étage élevé. Elle disait aimer les vues sur la ville la nuit. Moi, ça m'était égal. J'aurais séjourné n'importe où, tant qu'on était ensemble. Je me suis assis au bord du lit, toujours dans les mêmes vêtements qu'à la réception. Ma veste était à moitié boutonnée, ma cravate desserrée. Je n'ai pas enlevé mes chaussures. Je suis resté là, fixant le mur. La chambre était silencieuse, le genre de silence qu'on ressent dans la poitrine. Pas de bruit de circulation, pas de voix dans le couloir, juste l'immobilité. Comme si l'air s'était figé. J'ai regardé la valise dans le coin. La sienne était déjà ouverte, ses vêtements soigneusement pliés sur le porte-bagages. Moi, j'avais juste sorti mes chaussures habillées et quelques chemises. Tout le reste était encore dans la mienne. L'oreiller de son côté du lit était bien gonflé. Elle avait rabattu les couvertures plus tôt, pensant revenir dans cette chambre et dormir comme si c'était une nuit ordinaire. C'est fini, ai-je dit à personne. C'est le moment où tout s'arrête.
Puis quelque chose s'est déclenché en moi. Je ne sais pas comment le décrire autrement. J'ai arrêté de penser et j'ai commencé à planifier. Toute ma vie adulte, j'avais construit une structure, des projets, des objectifs, des responsabilités et soudain, j'ai réalisé que je pouvais faire l'inverse. La déconstruire. Pas avec des émotions, mais avec des étapes. Des étapes claires, méthodiques. D'abord, j'ai sorti mon téléphone et appelé la banque. J'ai dit que nos 2 cartes avaient été volées. Ils ont bloqué le compte en quelques minutes. Je n'ai pas expliqué plus que nécessaire. J'ai demandé de nouvelles cartes envoyées à mon bureau. Ils ont dit que ça prendrait quelques jours. Ensuite, j'ai pris ma valise et commencé à packer. Juste l'essentiel et mes vêtements, ma mallette, mon chargeur, mes affaires de toilette. Je n'ai pas touché à ses affaires. Ni son écharpe sur la chaise, ni ses chaussures dans le placard, ni le petit flacon de parfum sur le bureau. J'ai tout laissé. Je n'étais pas en colère à ce moment-là. J'étais vide. Il y a une sorte de calme après un choc, où l'on agit sans hésiter parce que les sentiments n'ont pas encore rattrapé. J'étais dans cet état. J'ai plié mes chemises avec soin. J'ai fermé la valise lentement. J'ai vérifié la chambre une fois. Puis j'ai pris les cartes magnétiques sur la table de nuit et je suis sorti sans regarder en arrière. À la réception, j'ai dit au clerc qu'on avait une urgence familiale et qu'il fallait partir plus tôt. J'ai ajouté que ma femme resterait chez des amis pour la nuit. Il a hoché la tête sans poser de questions. Je lui ai rendu les clés et je suis parti. Il était plus de minuit, mais le hall était toujours éclairé comme en plein jour. Lumière vive, sol brillant, musique douce en fond. J'ai marché vers l'air nocturne. C'était fini. Et elle ne le savait même pas encore. Le trajet jusqu'à la maison a pris quelques heures, mais je m'en souviens à peine. J'avais de la musique en fond, quelque chose d'acoustique, mais je n'écoutais pas. Mes mains restaient crispées sur le volant. La route était presque déserte. En arrivant, je suis resté un moment dans l'allée. Le porche était éclairé. Une partie de moi attendait de voir son ombre à la fenêtre, mais bien sûr, elle n'est jamais apparue. Le divorce a été rapide. Presque chirurgical. Pas d'enfant, pas de bien commun, pas de compte joint. Avec le recul, c'était probablement la décision involontaire la plus intelligente qu'on ait prise, garder nos finances séparées. Mon avocat a déposé les papiers pour infidélité conjugale. Les preuves n'ont pas été contestées. Camille n'a pas répondu. Elle ne s'est même pas présentée à l'audience. Pas besoin de déposition ou de réunion interminable. Une signature, et c'était fini. Il n'y avait rien à défendre. Rien à partager. Rien, sauf la vérité, et même ça semblait trop lourd à porter. La seule personne qui m'a aidé à traverser ça, c'était Emma. Elle et Camille étaient proches à la fac de droit, mais quelque chose s'était passé entre elles quelques années plus tôt, et elles avaient cessé de se parler. Je n'ai jamais demandé quoi. Camille disait juste que c'était compliqué, et j'en suis resté là. Quand Emma a appris ce qui s'était passé, elle m'a contacté. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails. Elle n'a pas donné de conseils hâtifs ni dit ce que je devais ressentir. Elle écoutait. Quand j'avais besoin de quelqu'un pour rester en silence avec moi, elle était là. Quand j'avais besoin de parler sans logique, elle restait au téléphone. Elle faisait du café, pas des discours. Et après un temps, le silence avec elle semblait moins solitaire. Je n'avais rien prévu de tout ça. Je ne l'avais pas vu venir. Mais quand tout ce que j'avais s'est effondré, elle a été la seule à ne pas partir. Et lentement, prudemment, elle est devenue la seule personne en qui j'avais assez confiance pour reconstruire quelque chose de vrai. Après le divorce, j'ai tout changé. La ville, la maison, le rythme de mes journées. J'ai quitté l'endroit où Camille et moi avions construit une vie. J'ai emballé mes affaires et je suis parti sans grande déclaration. Je ne voulais rien expliquer à personne. J'avais juste besoin de respirer. J'ai déménagé quelques heures au nord, dans une petite ville où le tribunal n'avait pas de colonne de marbre et où personne ne portait de costume sur mesure pour récupérer son pressing. J'ai pris un poste dans un cabinet local qui traitait du droit de la famille, ce qui m'a semblé étrange au début. J'avais passé ma carrière dans le contentieux civil, contrat, litige, affaires commerciales. Mais quelque chose m'y attirait, peut-être parce que je savais ce que c'était de voir tout s'écrouler sans prévenir.
Je me disais que si je pouvais aider ne serait-ce qu'une personne à garder sa dignité dans le pire chapitre de sa vie, ça vaudrait le coup. Ça a été lent au début. Il fallait tout recommencer. Nouvelle routine. Nouveaux voisins. Mais le calme m'a aidé. J'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule. J'ai cessé d'espérer des explications qui ne venaient pas. J'ai repris les balades matinales et le café chaud sur le perron. Il y a quelque chose d'apaisant dans les petites villes. Ce n'est pas toujours plus facile, mais c'est plus simple. Finalement, j'ai épousé Emma. Nous avons construit quelque chose ensemble, différent de ce que j'avais avant. Pas d'éclat. Pas de drame. Juste une confiance solide et de l'honnêteté. Je n'avais pas besoin de plus. Et quand je les vois courir dans le jardin ou rire à leurs blagues secrètes, je sens quelque chose s'apaiser en moi. Le véritable amour, j'ai appris, n'est pas bruyant. Il ne repose pas sur des grands gestes. Il est calme. Équilibré. Vrai. Le temps a passé. J'ai arrêté de penser à Camille. Je ne suivais pas ses traces. Je ne la cherchais pas. Pour moi, ce chapitre s'était clos la nuit où j'ai quitté la salle de bal de l'hôtel. Mais la vie a une manière de revenir en boucle quand on s'y attend le moins. Il y a quelques mois, j'ai été invité à parler à un congrès juridique. Je n'étais pas retourné dans cet hôtel depuis la nuit où tout s'était fini. Je n'y ai pas trop pensé quand j'ai reçu l'invitation. C'était un cadre professionnel. Je devais faire une courte présentation sur la réforme du droit de la famille et rentrer. Le matin de mon intervention, j'ai déjeuné au restaurant de l'hôtel. J'étais seul à une petite table près de la fenêtre, feuilletant des notes sur un carnet jaune en attendant mon repas. C'était calme. Quelques personnes éparpillées dans la salle, surtout des participants. Rien d'inhabituel. Puis j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Thomas? J'ai levé les yeux, et elle était là. Camille. Elle n'avait pas beaucoup changé, du moins pas de manière frappante. Ses cheveux étaient plus courts, son visage un peu plus marqué autour des yeux, mais c'était bien elle. Elle se tenait à quelques pas de ma table, tenant un sac en cuir, portant une robe bleu marine ajustée. Elle semblait un fantôme d'une vie passée réelle, mais pas tout à fait tangible. « Salut », ai-je dit. Ma voix était neutre. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Elle m'a fixé un instant, puis a tiré la chaise en face de moi et s'est assise sans demander. « Tu ne m'as plus jamais parlé ?» a-t-elle dit. « Tu as disparu. Comme si je n'existais pas. Tu ne m'as jamais laissé m'expliquer. Tu n'as même pas dit au revoir. » Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Mais il y avait de la colère dans sa voix. Pas celle qui s'enflamme et s'éteint, mais celle qui reste, froide et constante. J'ai hoché la tête lentement. Je m'attendais à quelque chose comme ça, si je la revoyais un jour. Mais l'entendre à voix haute restait étrange. « Tu as détruit notre mariage en une nuit », ai-je dit. Je n'avais rien à dire. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé par la fenêtre à côté de nous, comme si elle cherchait quelque chose à quoi se raccrocher. Le silence entre nous emplissait l'espace comme du brouillard. Toutes les années, la distance, les choses tues, elles étaient là, avec nous. Je ne lui ai pas demandé comment elle allait. Je ne lui ai pas parlé d'Emma, des filles, ni de la nouvelle vie que j'avais construite. Et elle n'a rien demandé. Il n'y avait pas de chaleur dans cette rencontre. Pas de clôture. Juste un rappel que certaines fins n'ont pas besoin d'explication. Juste de la distance. Plus tard dans l'après-midi, j'ai terminé mon intervention au congrès et suis redescendu dans le hall de l'hôtel. Le centre de conférence avait cette ambiance fatiguée de fin de journée et lumière tamisée, brochures éparpillées, gobelets de café abandonnés, des gens en petits groupes attendant des taxis ou consultant leur téléphone. J'ai desserré ma cravate et regardé vers l'entrée principale, et c'est là que j'ai vu Emma arriver avec les filles. Les filles ont couru vers moi en premier, comme toujours. J'ai porté la plus jeune et serré la plus grande dans mes bras. Leurs voix ont rempli l'espace, demandant ce que j'avais raconté, si j'avais des bonbons, si la chambre avait des dessins animés. Pendant un instant, tout dans ma vie semblait à sa place. Puis Emma est entrée par les portes tournantes. Elle tenait un sac dans une main et balayait la pièce du regard, comme elle le faisait toujours dans un endroit inconnu, s'assurant que tout était en ordre. C'est alors qu'elle a vu Camille. Camille se dirigeait vers la sortie, son manteau sur le bras, marchant avec cette posture assurée qu'elle avait toujours. Elle ne nous avait pas encore vus.
Emma s'est arrêtée net et m'a regardé. Sa voix était douce, mais ferme. C'était elle, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit grand-chose. Juste un hochement de tête. Emma n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'a pas attendu de détails. Elle m'a tendu le sac et a dit aux filles de rester avec moi un instant. Puis elle est partie vers Camille sans hésiter. Je l'ai regardée traverser le hall, ses bottes claquant doucement sur le carrelage, les épaules droites comme si elle entrait dans une salle d'audience. Elle a appelé Camille par son nom juste avant qu'elle ne franchisse la porte. Camille s'est retournée, surprise. Elles ont parlé près de l'entrée vitrée, dans un coin tranquille à l'écart des autres. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais j'ai vu les épaules de Camille s'abaisser légèrement. Elles ne se disputaient pas. Elles parlaient comme deux personnes qui se connaissaient bien autrefois, et peut-être encore un peu. Puis, sans trop d'hésitation, elles se sont enlacées. Pas une étreinte formelle, mais quelque chose qui semblait sincère. Elles ont échangé leurs numéros. Je les ai vues jeter un coup d'œil vers moi une fois avant que Camille ne range son téléphone et hoche la tête. Emma est revenue quelques minutes plus tard. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle est restée debout à côté de moi pendant que les filles grimpaient sur le canapé à côté. Elle viendra nous voir dans quelques semaines, a-t-elle dit. Vous devez parler. J'ai haussé les sourcils. Vraiment? Oui, a-t-elle dit. Vraiment. Je me suis adossé à la chaise. Mes épaules semblaient plus lourdes qu'avant. À quoi bon, Emma? Elle dira qu'elle est désolée. Qu'elle ne sait pas pourquoi elle l'a fait. Que c'était une erreur. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça maintenant? Peut-être, a-t-elle dit. Mais peut-être que tu as besoin de l'entendre quand même. Peut-être qu'elle a besoin de le dire à voix haute, à quelqu'un qui compte. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé nos filles. L'une jouait avec le bord de mon manteau, l'autre fredonnait en feuilletant une brochure trouvée sur la table. Emma s'est assise à côté de moi et n'a pas insisté. Elle a juste posé sa main légèrement sur mon genou. Plus tard ce soir-là, après avoir installé les filles dans la chambre, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé les lampadaires s'allumer un à un. Emma s'est approchée et a appuyé son épaule contre la mienne. Je ne te demande pas de lui pardonner, a-t-elle dit. Je pense juste que cette porte ne devrait pas rester fermée pour toujours. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas sûr d'y croire, mais j'ai promis de parler à Camille quand elle viendrait. Au moins, pour clore le livre correctement. Je me disais que ce ne serait pas pour trouver une clôture. Que je n'avais plus besoin de rien d'elle. Mais une partie de moi, même si je ne voulais pas l'admettre, était curieuse. Pas pour raviver quoi que ce soit, pas ça. Mais pour le pourquoi. Le moment. La décision qui a tout fait basculer. Je ne savais pas si elle serait honnête, ni même si elle savait elle-même. Mais j'ai dit que j'écouterais. Alors j'ai attendu. La veille de la visite prévue de Camille, le téléphone d'Emma a sonné juste après minuit. Nous étions au lit, allongés en silence, sans parler, sans dormir, laissant le calme planer dans l'air. La pièce était sombre, sauf pour la lueur douce du veilleur dans le couloir. Quand le téléphone a sonné, Emma s'est redressée vite. À la façon dont elle a regardé l'écran, j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Elle a répondu d'un simple « Allô ?» Il y a eu une pause. Puis elle a mis le haut-parleur et tenu le téléphone entre nous sur la couverture. C'était Hélène, la mère de Camille. Sa voix était creuse, plate, comme venue de très loin. Elle est partie, a dit Hélène. Aucun de nous n'a bougé. Camille s'est donné la mort cet après-midi. Le silence qui a suivi n'avait rien de réel. Je ne pouvais pas parler. Je ne savais pas quoi dire. J'ai regardé Emma. Elle fixait droit devant, sa main toujours posée sur le téléphone, comme si en le tenant bien, il dirait autre chose. Hélène n'a pas pleuré tout de suite. Sa voix avait ce ton vide des gens pour qui le choc est trop frais pour se transformer en sentiment. Elle a laissé une lettre, a-t-elle dit plus bas. Adressée à toi. Cachetée dans une enveloppe. Elle était cachée dans le tiroir de sa table de nuit. Personne d'autre ne sait qu'elle existe, sauf moi. Je ne l'ai pas dit à la police. J'ai fermé les yeux et expiré lentement. Mon esprit était un chaos d'images, Camille dans le hall de l'hôtel, Camille dans notre cuisine des années plus tôt, Camille riant sur une plage pendant des vacances au début de notre mariage. Tout se mêlait, s'en mêlait. La voix d'Hélène a repris.
Qu'est-ce que je dois en faire? Je me suis redressé, et frotté mon visage avec mes 2 mains, puis regardé Emma. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas essayé de répondre à ma place. J'ai pris une inspiration et dit, brûle-la. Il y a eu un long silence à l'autre bout. La respiration d'Hélène était tremblante maintenant. Tu es sûr? Je veux me souvenir d'elle comme elle était avant qu'elle prenne cette décision, ai-je dit. Avant que tout s'effondre. Elle est restée silencieuse longtemps après ça. Puis elle a dit qu'elle comprenait. Qu'elle respectait mon choix. Je l'ai remerciée. Elle a dit qu'elle rappellerait dans quelques jours pour parler des arrangements. Je lui ai dit de se reposer. Quand l'appel s'est terminé, Emma a posé le téléphone sur la table de nuit et s'est tournée vers moi. Je voyais qu'elle voulait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. À la place, elle a posé sa main sur mon bras et l'a laissé là. Nous n'en avons pas parlé cette nuit-là. Je crois qu'aucun de nous ne savait par où commencer. La cérémonie a eu lieu quelques jours plus tard, dans un parc tranquille que Camille aimait quand elle vivait en ville. Un endroit avec des sentiers et un petit étang où des canards se rassemblaient. Hélène a dit que c'était l'un des lieux préférés de Camille pour lire. Peu de gens sont venus, quelques anciens collègues, 1 ou 2 amis d'enfance, personne de sa vie adulte. Elle n'avait plus grand monde autour d'elle à la fin. Hélène a dispersé les cendres sous un érable. Quelques mots ont été prononcés, rien de long. L'air était frais et immobile, les feuilles au-dessus de nous bougeaient à peine. Je me tenais avec Emma un peu en retrait, lui tenant la main. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais même pas la force. Tout semblait trop distant. Hélène m'a serré dans ses bras avant qu'on parte. Elle semblait fatiguée, plus vieille que dans mes souvenirs. Mais elle tenait bon. Plus tard ce soir-là, chez nous, je me suis assis sur le perron pendant que les filles étaient à l'intérieur avec Emma. J'ai regardé les étoiles, essayant de trouver quelque chose de profond, mais tout ce que je ressentais, c'était le calme. Le genre de calme qui ne demande pas de réponse. Je n'ai jamais vu la lettre. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Et honnêtement, je ne crois pas vouloir le savoir. Parfois, je me demande si c'était une excuse. Ou une confession. Peut-être qu'elle voulait juste expliquer quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Mais je ne saurais jamais. Et la vérité, c'est que je n'ai jamais regretté d'avoir demandé à Hélène de la détruire. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, quels que soient les mots qu'elle avait écrits, j'avais déjà fait la paix avec le fait qu'il ne changerait rien. Le mal était fait depuis longtemps. Cette partie de ma vie s'était terminée quand j'ai quitté la table de l'hôtel. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Certaines portes restent fermées pour une raison. Partagez votre avis dans les commentaires, auriez-vous lu la lettre? Pourquoi ou pourquoi pas? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».